maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI, une heure de décryptage, de débat sans tabou et sans langue de bois. En somme, en toute liberté, on est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. Je vais vous parler d'une fable, ça s'appelle Le Louvre et les 4 voleurs. Dormaient sous les plafonds dans un éclat tranquille les joyaux des Bourbons, trésors d'un temps fragile. Le Louvre en ses salons brillait d'un calme heureux quand montèrent soudain 4 hommes audacieux. C'était un matin clair, la ville ouvrait ses portes et nul ne vit venir ces figures trop fortes. En gilet jaune, clair, l'air d'ouvriers du jour, ils prirent la nacelle et montèrent sans détour. Pas d'armes, pas de cris et même pas une alarme. Ils volèrent la couronne et coulèrent tant de larmes. 8 pierres ont disparu et Paris consterné, sous la verrière en or, le vide a donc régné. 2 furent rattrapés, l'un prêt pour l'Algérie, l'autre en Seine-Saint-Denis, surpris, presque ahuri. 2 autres s'en vont, glissant dans la légende, et Paris médusé regarde et se demande. Morale de l'histoire, le faste et la beauté font d'orgueilleux atours, mais dorment imprudents aux yeux de tous les jours. Ça n'arrive qu'en France. Ça n'arrive qu'en France, ce fric-frac au Louvre. Et alors finalement, les amis, bonjour d'abord. C'est très agréable de vous retrouver ce lundi matin à 9h et de franchir ce petit plateau pour vous rejoindre avec nous aujourd'hui. Il y a qui ? Il y a Emmanuel Ducrot. C'est lundi. C'est Emmanuel. Bonjour Anaïs, c'était splendide. Journaliste. C'était splendide. Oh, merci, on se donne du mal, vous savez. Emmanuel Ducrot, donc vous êtes journaliste à l'Opinion. Christophe Barbier, vous êtes Christophe Barbier. Toujours. Guillaume Audat, vous êtes grand reporter, chroniqueur international. Ce qui n'arrive qu'en France, c'est les éditos d'Anaïs Boutin en alexandrin. Oui. Avec Césure à l'hémistiche. Ouais. Wow. Michel Audouin, ancien préfet, ancien directeur de l'intégration des étrangers et des naturalisations au ministère de l'Intérieur. Oui. On va parler avec vous d'un gros problème français qui s'appelle les HLM. On va y venir dans quelques instants, mais là, le Louvre, qui est toujours, donc, je le rappelais, orphelin de ses bijoux. On est en duplex avec Emma Barrier et Julie Janus à la Direction nationale de la police judiciaire. Emma, donc, 2 suspects arrêtés samedi soir. Ils sont toujours en garde à vue à la PJ, n'est-ce pas ? Oui, ils sont toujours derrière ces murs. Derrière moi, ils ont passé leur 2e nuit en garde à vue depuis l'interpellation qui s'était déroulée samedi soir. Une garde à vue qui, on le rappelle, peut durer jusqu'à 96 heures. Ça nous emmène donc à mercredi soir et ça laisse donc 4 jours aux enquêteurs pour tenter de leur soutirer le plus possible d'informations durant les interrogatoires. Le premier enjeu, évidemment, c'est de retracer et de retrouver la piste des 2 autres hommes suspectés d'avoir participé à ce commando, mais également et surtout, de retrouver les bijoux volés, puisqu'on le rappelle, le butin n'a toujours pas été retrouvé à ce stade. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les 2 suspects seraient totalement silencieux pendant leur garde à vue. Les seuls éléments dont on dispose concernant leur profil, c'est qu'ils sont tous les 2 âgés d'une trentaine d'années, qu'ils sont tous les 2 originaires de Seine-Saint-Denis et qu'ils sont surtout tous les 2 connus des services de police, très connus des services de police pour cambriolage notamment. Oui, et ils étaient dans le viseur des enquêteurs depuis plusieurs jours, Emma. Et oui, souvenez-vous, d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont été retrouvés, puisque le jour même du cambriolage, des objets leur appartenant avaient été retrouvés sur place, comme par exemple un gant, un casque ou encore un gilet jaune. Les enquêteurs avaient donc fait des centaines de relevés d'ADN, et c'est grâce aux résultats que les policiers sont remontés jusqu'à eux, puisqu'on l'a dit, les 2 n'étaient pas à leur coup d'essai, ils étaient recherchés par la police, et à partir de là, dès que l'un d'entre eux est repéré, la police intervient. C'est ce qui s'est passé samedi soir dans une scène spectaculaire, lorsque l'un d'entre eux a passé son passeport au niveau des contrôles à l'aéroport de Roissy. Il a ensuite été suivi en toute discrétion par les caméras de surveillance ainsi que des policiers habillés en civil qui ont ensuite fini par le menotter juste avant d'embarquer dans l'avion en direction de l'Algérie au milieu de tous les passagers. Au même moment, à 21h15, le second était lui aussi interpellé chez lui à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. En revanche, Emma, vous l'avez rappelé, on n'a toujours pas de traces des bijoux et on craint pour ces bijoux.
Effectivement, plusieurs craintes du côté des enquêteurs déjà, et bien que le butin est soit déjà parti à l'étranger, ou pire, deuxième crainte, et bien c'est que les pierres précieuses étaient déjà des sorties ou encore volées, et que les métaux soient déjà fondus. Mais bon, l'enquête va quand même commencer. Ils vont se baser sur 3 éléments. Déjà, tout ce qu'ils peuvent tirer de ces interrogatoires, si les suspects daignaient parler d'ici mercredi soir, mais aussi sur la surveillance, les vidéos de surveillance et la surveillance qui avait été mise en place sur les suspects dès le jour du cambriolage. Et enfin, 3e piste aussi qui pourrait être utilisée, c'est celle des receleurs, très présents dans le milieu des vols du monde de l'art. On le rappelle, le butin, il est estimé à 88 millions d'euros. C'est un service tout entier de la brigade de répression du banditisme qui est dédié à leur recherche. Et concernant les autres suspects, on sait que 2 manquent toujours à l'appel, car on le sait, ils étaient 4 à avoir cambriolé le Louvre il y a une semaine. Reste à savoir si d'autres personnes, comme un commanditaire au-dessus d'eux ou encore des complices en interne, seraient impliqués. Merci beaucoup Emma Barrier avec Julie Janus à la Direction nationale de la police judiciaire. Que vous inspire Michel Auboin, comme vous êtes quand même un peu un spécialiste de la sécurité, ce vol au Louvre? Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que d'abord, on a quand même toujours la meilleure police judiciaire. J'ose pas dire du monde, mais dès lors qu'elle s'intéresse à un sujet, les brigades spécialisées, la BRB, la BRI, etc., obtiennent toujours des résultats. Je crois qu'il faut quand même le dire, parce que comme à chaque fois on râle après la police. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le profil, effectivement, d'une certaine façon, rejoint un peu le profil que je rencontre dans mes travaux sur les banlieues, c'est-à-dire en fait des gens qui ont été habitués depuis assez longtemps à participer au monde du crime. Il s'agit de ça, qui sans doute, moi je n'en sais pas plus, évidemment, comme vous, qui sans doute ont reçu une commande, parce qu'ils se seraient organisés différemment si ça avait été d'initiative, qui ont reçu une commande, qui ont honoré leur commande de toute évidence, et qui, comme on l'a dit à l'instant, vont refuser de parler avec leur avocat d'ailleurs, qui leur a sans doute conseillé de refuser de parler aussi jusqu'à la fin de leur garde à vue. Donc tout le travail aujourd'hui, c'est un travail de police scientifique, c'est plus du tout un travail de malheureusement de dialogue avec ce type de malfrats. Moi, j'ai 2 autres sujets. Le premier, c'est quand même et ça renvoie à un autre élément de l'actualité, c'est que le premier à partir était un franco-algérien, de toute évidence, qui repartait sur l'Algérie, parce qu'on sait que l'Algérie refuse la plupart des extraditions, et donc c'est un refuge aussi pour cette frange-là du monde du crime d'origine algérienne, et qui trouve en Algérie des refuges faciles. Ça pose un problème global de relations entre la France et l'Algérie. La France et l'Algérie, un jour on y consacrera une partie, oui, n'est-ce pas, je crois que c'est un élément. L'autre sujet, c'est qu'on est très content on ait mis autant de moyens pour retrouver les bijoux du Louvre. Simplement, moi, je pense quand même à tous les Français qui sont cambriolés de façon régulière, quand on sait qu'aujourd'hui, le taux de résolution des cambriolages, c'est à peine plus de 10%. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, on met tous les moyens disponibles sur cette affaire. C'est très bien, on est très content. On voit bien que la France n'a pas la capacité à suivre tous les cambrioleurs de tous les... Qui a été cambriolé sur ce plateau ? Mes parents ont été cambriolés. Non. Vous non plus ? Moi, ça m'est arrivé une fois. Ouais, moi aussi. C'est longtemps, ouais. Donc 3 sur 5. Tous. Ouais, non, mais c'est un mal. C'est un mal français, oui, en effet, mais on ne peut pas mettre toute la BRB sur chaque cambriolage en France, malheureusement. Sûr. Mais on voit bien que là, c'est un peu dommage, parce qu'on a quand même un problème de protection. Parce qu'on demande aux citoyens de se protéger. Là, on a cette difficulté sur un budget national. Bon, voilà. J'ai une question simplement parce que vous avez soulevé cette piste, Michel Auboin. Bon, très vite, on a dit que ne pouvait être écartée la piste d'une ingérence étrangère. Moi, je m'interroge quand même. Le braquage, il est extrêmement sophistiqué, c'est-à-dire qu'il y a un niveau d'information. Il est sophistiqué, vous diriez ? Alors, je trouve qu'il y a un niveau d'information qui est quand même... 4 gars avec une Alors, attendez, laissez-moi finir. Le braquage en tant que tel est extrêmement sophistiqué à la mesure où il y a un niveau d'information qui permet à ces 4 hommes, à un moment donné, de savoir où ils vont, vers quel objet se diriger et quoi prendre en particulier. En revanche, la fuite, c'est celle d'amateurs.
ils laissent traîner leurs disqueuses, ils laissent traîner leurs gilets jaunes, ils ont du mal à incendier le Mont de Charge, et, ils vont dans la Pampa, et l'un qui a pensé pouvoir prendre l'avion vers l'Algérie se fait passer au dernier moment. Je pense qu'en fait, il est devenu tout vert tellement il était, pardonnez-moi l'expression, dégoûté. Mais l'ingérence étrangère, est-ce qu'il est possible que le donneur d'ordre puisse être dans un espace de conflictualité avec la France? Je pense par exemple à la Russie, ça avait été à un moment donné évoqué. Certaines informations via des canaux qu'il faut prendre avec une extrême prudence laissent entendre que des enquêteurs français interrogent des hommes d'affaires russes liés au trafic d'antiquités. Ah, russes carrément, vous dites où? On dit ça, mais encore une fois, on va rester extrêmement prudent. Mais la question de l'ingérence étrangère... Rien n'est impossible. À qui profite le crime? Qui profite ce crime? Rien n'est impossible dans ce type d'affaires. Donc vous pouvez imaginer tous les commanditaires possibles. Moi, je pense que c'est pas un vol d'initiative. C'est effectivement un vol qui a été très bien préparé en amont. Vous l'avez dit clairement. C'est pas Ocean Eleven non plus. Enfin, c'est pas. Enfin, quand on voit les films. C'est parce que c'est sophistiqué qu'ils ont pu faire simple. Oui. Repérer la vitre fragile, repérer la proximité des vitrines, le bon horaire, c'est-à-dire quand il y a du public, mais pas trop du public parce que les gardiens vont être occupés par les visiteurs à mettre à l'abri, mais pas trop pour pas être gênés par la foule. Donc je pense que Guillaume a raison, c'est sophistiqué parce que c'est simple. Mais alors, par contre, c'est le fait d'amateurs qui après, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on commande à un groupe de personnes audacieuses, parce qu'il faut être audacieux pour monter ce type de coup, mais qui restent quand même des amateurs. Enfin, la plupart des cambrioleurs qui sont arrêtés sont pas des génies. C'est les gens qui participent au crime à ce niveau-là sont rarement des gens qui ont fait Polytechnique. Donc on a c'est pas donc, et donc moi je crois qu'effectivement c'est une commande et qu'ils l'ont exécuté correctement dans la première partie, qu'ils ont ils se sont sans doute déjà débarrassés du butin, et qu'ensuite dans l'exécution, ils savaient bien qu'ils allaient être suivis. De toute façon, on a aujourd'hui des systèmes de traçabilité. Monsieur Gouin, par le ministre de l'Intérieur, donc ancien préfet, que les bijoux soient d'ores et déjà à l'étranger. Ça me paraît assez probable, parce qu'il n'y a pas beaucoup de commanditaires en France. Je pense pas même qu'il y en ait qui ait les moyens de se payer un butin de ce d'après Gabriel Zucman, qu'on pourra voir ce soir, il y en a beaucoup de gens qui pourraient s'offrir les bijoux de la reine, non? Vous accusez Gabriel 88 millions de ce vol pour retrouver les caisses de l'État. Gabriel, c'était une habile transition pour dire qu'il sera en dessous, 88 millions. Chez Darius Rochebin à 20h30. Oui, il y a une semaine sur ce plateau, Christophe, ici présent, a dit de toute façon, ils se feront attraper. C'est juste une question de temps. Il l'a dit. En fait, ce qui est fascinant, c'est qu'il faut un point d'accroche et ensuite on tire les fils de la police scientifique. Là, j'imagine que ça doit mouliner de la téléphonie dans tous les sens pour savoir ce que ces gars-là ont fait sur les 6 précédents mois et à qui ils ont parlé. C'est absolument fascinant. Le problème, c'est qu'on les arrête quand on est sûr de retrouver les bijoux aussi, ou bien pour les empêcher de fuir. Là, c'était le deuxième cas. Ça ne nous a pas donné les bijoux. Oui, c'est assez dommage que ils étaient obligés d'arrêter. Effectivement, parce qu'ils partaient en Algérie. Je crois que l'autre s'apprêtait pas. Mali, dit-on. Mais le Mali, c'était plus simple de le récupérer. L'Algérie, c'était plus compliqué. Donc le Mali aujourd'hui, c'est vrai aussi, mais en tout état de cause, c'était quand même compliqué. Et donc, ils étaient obligés d'arrêter. Voilà. Mais c'est dommage parce que ça a dû mettre un frein au reste de l'enquête. Ah oui. Peut-être on sait pas encore exactement ce qu'il y a dans les tiroirs. On verra. Car c'est maintenant l'heure de notre à la une numéro 2. Et si le débat autour des HLM était la prochaine bombe sociale, vous connaissez tous le logement social, mais pas comme lui. Michel Auboin, vous êtes donc préfet, inspecteur général de l'administration, et vous avez rendu au Premier ministre Manuel Valls en 2016 un rapport sur la situation dans les banlieues. Donc vous êtes un grand spécialiste, et vous avez publié pour la Fondapol il y a quelques années maintenant un rapport sur les HLM, et on y découvre quand même des choses absolument hallucinantes. De Grigny à Vénissieux, vous avez enquêté sur des dizaines de quartiers, et dans votre rapport vous décrivez un modèle français qui est à la fois devenu exorbitant, bloqué et même dangereux pour la cohésion nationale. Alors on va voir rapidement ce que ça veut dire le logement social en France. On a fait quelques panneaux pour bien situer le débat. Le logement social, c'est donc alors c'est pas celui-là, c'est les chiffres en fait que j'appelle là.
Vous dites que ça constitue un avantage. C'est un logement sur 4 en Europe est français. C'est-à-dire un logement social sur 4 en Europe est français. On est les plus grands propriétaires, constructeurs de logements sociaux. C'est ça ? On est les plus grands propriétaires de logements sociaux sous cette forme-là. C'est-à-dire la modalité HLM, c'est du logement sous statut public, avec toujours en plus les mêmes types de formes, y compris aujourd'hui d'ailleurs, c'est-à-dire des immeubles collectifs. C'est d'une vision ancienne et un peu collectiviste, il faut bien dire, qu'on ne retrouve que dans les anciens pays d'Est, c'est-à-dire des grands immeubles à appartements collectifs, plantés au milieu d'espaces souvent un peu vides et dans des lieux qui sont, pour des raisons de prix du foncier à l'origine, très éloignés des centres-villes ou près des voies ferrées ou de l'autre côté d'une autoroute, comme c'était le cas à Grigny, etc. Voilà, ça c'est un modèle qui est le modèle français du logement social et qui est géré par des organismes qui relèvent de plus en plus de l'État, ce qui n'est pas du tout le cas dans le reste de l'Europe, où les logements sociaux sont plutôt dépendants des communes. C'est les communes qui gèrent le service social et qui gèrent aussi ces logements. Deuxième carton, il y a 2 millions de demandes en France pour 450 000 attributions. Et ça, c'est le signe quand même que le système est complètement bloqué. Oui, ça c'est clair. Le système est complètement bloqué. Vous savez, en Ile-de-France, où la demande évidemment est la plus forte, il faut 11 ans pour obtenir un logement social. 11 ans, vous avez eu le temps d'avoir des enfants ou qui partent, enfin c'est incroyable. Oui, c'est invraisemblable. Et on voit bien que ce système arrive au bout, puisqu'on ne peut plus en construire davantage. On ne peut pas imaginer quand même que la France ne soit plus couverte que de HLM. Pourquoi on ne peut plus en construire davantage ? Il n'y a plus de volonté politique ou de toute façon on est déjà au maximum. C'est le modèle qui fonctionne pas. Il est extrêmement coûteux, parce qu'en fait presque tout est à la charge des finances publiques. Alors justement, coût annuel de la politique de logement, c'est 38,5 milliards d'euros, mais le logement social, ça coûte près de 2 milliards d'euros, c'est ça ? Le logement social, c'est une grande part de ce coût annuel du logement. Clairement, ce qui coûte moins, c'est la partie dite de la politique de la ville, c'est-à-dire les logements, les quartiers qui eux-mêmes sont ceux qui connaissent la plus grande concentration de population et qui sont suivis, d'ailleurs étrangement, pas pour des raisons sociales, mais pour des raisons de sécurité, parce qu'on les a classés politiques de la ville, en fait, sur des critères qui sont des critères de sécurité. Mais on a globalement un système qui est très coûteux, et qui est entièrement à la charge, au bout du compte, qui est à la charge des épargnants et des contribuables, puisque c'est pour ça que ce système est devenu profondément injuste, parce qu'en fait vous avez 60% des Français qui pourraient accéder à un logement social au vu des critères, et vous avez moins de 15% des Français, vous avez 15% des Français qui arrivent à entrer dans un logement social. Il n'y a pas de critères ethniques en France, pour l'attribution, il n'y a pas de critères ethniques en France. Non, aucun. Non, il y a aucun. Non, les critères sont des critères fondés sur le niveau de revenu, en partie, qui écarte d'ailleurs étrangement les plus pauvres, parce que c'est un peu l'autre paradoxe du logement social, c'est en fait il s'adresse pas aux pauvres, il s'adresse plutôt à des gens qui ont un peu de revenus, ou un peu plus de revenus d'ailleurs, parce que 60% ça fait une gamme quand même de Français qui peuvent accéder au logement social qui est quand même assez importante. Il n'y a pas beaucoup de dérives, mais on connaît tous les situations à l'intérieur de Paris. On voit bien que tous les gens qui habitent en logements sociaux sont pas les plus démunis, et donc on a donc une disparité entre le nombre de ceux qui accèdent et puis la population qui pourrait l'être. Mais surtout financièrement, le fait d'entrer dans un logement social, et encore plus aujourd'hui depuis la rénovation urbaine, c'est toute une série d'avantages. Un logement plutôt bien conçu aujourd'hui, plutôt confortable, avec des loyers très bas, puisqu'en fait si vous enlevez l'APL dont bénéficient beaucoup de locataires, vous avez des loyers à quelques dizaines d'euros parfois, des loyers très bas, et puis surtout un avantage immense et qui devient incompréhensible, c'est-à-dire le logement à vie. Parce qu'en fait, c'est ça le grand sujet. Les taux de rotation sont très faibles. C'est plus une solution provisoire, alors que vous, c'est ce que vous
préconiseriez qui se transmet même de génération en génération presque. Oui, alors qui ne devrait pas se transmettre, parce que ça c'est pas dans la loi, mais qui de fait se transmet effectivement, où on voit... Je vais vous donner un exemple très précis. Oui. Donc, j'ai grandi dans un HLM qui donnait sur une voie ferrée. Mes parents conservaient toute leur vie durant leur HLM, et ce qui m'avait été dit au moment où en fait mes parents sont décédés, donc c'est un exemple très précis, c'est que si mon nom, donc Guillaume Oda, j'avais été inscrit sur le bail de ma mère, qui était donc la propriétaire de ce bail, entre guillemets, puisqu'elle était locataire, j'aurais pu moi-même continuer à vivre dans ce HLM. Sans vérification des niveaux de revenus, c'est un droit. Il suffisait simplement que mon nom soit sur le bail, en réalité, de celui de mes parents. C'est ça la situation des HLM en France. C'est un taux de rotation extrêmement faible. Donc en effet, ça se transmet de génération en génération, et c'est ce que vous appelez dans votre rapport une quasi-propriété en réalité. En fait, ça devient une quasi-propriété, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez des enfants, voire des petits-enfants, dans les quartiers les plus sensibles, qui sont toujours dans le même immeuble, la même cage escalier ou le même appartement, il y a quand même le sentiment, du coup, de posséder son logement, mais aussi, d'une certaine façon, quand on fait communauté, de posséder le quartier lui-même, quoi. C'est-à-dire que on voit bien qu'avec un taux de rotation de 5%, il y a très peu d'apports nouveaux dans la plupart des grands quartiers de HLM. Ce que ça dessine en creux, c'est aussi la difficulté d'accession à la propriété de quantité de classe moyenne, parce qu'en fait, on parle quand même plutôt de classe moyenne que de gens réellement en difficulté. Vous expliquez que les revenus précaires, par exemple, sont exclus de fait des dossiers d'attribution de logements sociaux qui sont rares. Et donc, c'est la difficulté d'accession à la propriété de classe moyenne et paradoxalement la capacité aussi à dégager une épargne. Parce que les loyers étant faibles, compensés par des APL, vous dites ça fait des appels d'air de capital qui vont ailleurs. C'est quand même incroyable. Oui, alors cette disposition, c'est une loi de 1948 sur le logement à vie. En 1948, ça pouvait se comprendre. Évidemment, aujourd'hui, ça se comprend plus du tout. Mais c'est surtout que quand le logement HLM sous cette forme-là, qui date de 1959, d'un décret de 1959, qui fait suite à l'appel de l'abbé Pierre en 1954, donc vous avez une logique derrière tout ça. Simplement, il était conçu comme une forme de transition vers l'accession à la propriété pour l'essentiel, mais avec un modèle d'ailleurs de construction qui lui aussi est devenu presque aussi anachronique que le HLM, qui est le pavillon, le pavillon de banlieue, dont on sait aujourd'hui qu'il occupe des espaces considérables, qu'il a un coût de fonctionnement beaucoup trop important, etc. Donc on a en fait deux modèles conjoints, le HLM, enfin conjoints qui sont pas conjoints, mais qui sont liés entre le HLM et le pavillon de banlieue, qui aujourd'hui l'un et l'autre posent toute une série de difficultés et qui renvoient à la grande question: et c'est quoi le logement en France? Qu'est-ce qu'on va faire du logement demain? Attends, Guillaume, juste, vous avez une question. Non, mais parce qu'il y avait une proposition de Philippe Juvin, qui est rapporteur du budget à l'Assemblée, qui est député LR, qui était assez audacieuse. On voulait savoir ce que vous en pensez. On l'écoute. Il s'agit d'un amendement qui va peut-être surprendre un certain nombre d'entre vous. À partir d'un certain moment où vous avez occupé votre logement social, où vous avez toujours payé correctement vos charges, votre loyer, où vous n'avez pas causé de problème de voisinage, à partir d'un certain moment, le logement vous est remis à titre gratuit. On vous le donne. Et donc l'idée, c'est qu'après 20 ans où vous avez payé, on vous remet avec des MTG à 10% le logement. Et vous pouvez l'utiliser, évidemment, vous devez l'utiliser comme un logement de résidence principale pour une durée de 5 ans. Et au bout de 5 ans, vous serez libre de le vendre ou d'en faire ce que vous voudrez, vous en serez définitivement propriétaire. Alors ça, c'est pas passé, mais c'est une bonne idée ? Non, c'est pas une bonne idée, parce que il faut pas connaître le monde du logement pour penser que c'est une bonne idée. Objectivement, si vous devenez propriétaire de votre logement HLM, vous rentrez dans une copropriété. Or, copropriété égale charge. Et évidemment, si vous avez occupé pendant 40 ans un immeuble HLM et vous en devenez copropriétaire, vous reprenez à votre charge tous les frais qui vont forcément arriver à ce moment-là. Les ascenseurs, et pour l'instant, c'est les contribuables français qui les prennent à leur charge. Donc c'est clair, mais c'est pour ça que ça me paraît pas être la bonne solution. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve la possibilité d'accompagner les locataires HLM vers d'autres solutions d'accession. Il ne pourrait pas y avoir un examen des situations qui changent, etc. Quand on avait 5 enfants et qu'on n'en a plus qu'un. Ça me paraît complètement évident. Mais pourquoi le système est autant
autant enquisté, autant bloqué? Alors, pourquoi est-il autant bloqué? Ça, je l'ignore, parce que depuis que mon rapport à la Fondation Paul est paru, je n'arrive pas à entrer en contact avec le Gloubi-Boulga. Oui, enfin le microcosme du monde HLM, qui en fait s'est bloqué sur des positions de principe, et c'est une position de principe qui est le logement HLM, c'est la position de principe de la loi de 48, quoi. Donc, et tout le monde se tient à cette position de principe. Et c'est très compliqué de faire admettre cette idée que un examen régulier, moi je proposais tous les 10 ans, par exemple, pour pas rester sur le 369 du bail ordinaire. Tous les 10 ans, c'est pas exclu, avec un examen 1 an avant les 10 années, où vous regardez la situation personnelle des 10 ans, locataires. C'est dingue quand même. Et à ce moment-là, simplement, il faut trouver des moyens d'accompagner ensuite les locataires vers d'autres types de solutions. Donc il faut aussi en proposer. Et quand on sait que le marché locatif classique est complètement engorgé lui aussi, ça paraît difficile, mais c'est une solution effectivement de bon sens, parce que là on a quand même figé aussi des gens dans l'idée qu'il n'y aura rien d'autre, jamais, alors que ce sont aussi des quartiers qui souvent sont problématiques. Vous dites même que certains sont devenus des véritables citadelles du crime, et on le voit avec les narcos notamment. Oui, alors ça c'est la partie la plus concentrée, c'est-à-dire que sur l'ensemble des quartiers HLM, on a à peu près 1500 quartiers qui sont des quartiers dangereux, et parmi eux, environ un tiers qui sont des quartiers criminels. Les quartiers criminels, eux, c'est leur configuration qui les a rendus criminels. C'est-à-dire que c'est des quartiers dans lesquels on n'entre plus. Des choses C'était la Grande Borne à Grigny où j'ai travaillé, ou d'autres. On rentre difficilement. C'est des quartiers qui sont piétonniers, ou avec des dalles, etc. Enfin bref, des quartiers dans lesquels la police rentre plus vraiment, sauf en cas d'opération spéciale, en gros, où le contrôle social est assuré par ceux qui tiennent le quartier, c'est-à-dire les bandes criminelles qui sont... Il y en a combien des ensembles comme ça Je pense qu'on en a, c'est difficile à évaluer, mais environ 500. Michel Auboin, vous dites que vous n'êtes pas entendu par le petit Landerneau du monde du HLM, et c'est peut-être parce que dans votre travail et votre rapport, vous mettez les pieds dans le plat. Vous dites également qu'en fait, ces HLM, ces bars, elles sont devenues également des espaces de communautarisation. Alors vous y allez très prudemment sur les statistiques ethniques, mais pour autant, vous dressez une sociologie et un tableau très très précis de qui habite, ça serait important quels immeubles, ça en France d'ailleurs, même si c'est pas permis. Parce que... en fait, ce qui n'est pas permis, c'est la statistique ethnique, mais moi j'ai utilisé les chiffres de l'INSEE. Et c'est l'INSEE qui, petit à petit, a modifié sa façon de comptabiliser les choses. C'est-à-dire que maintenant, l'INSEE faisait des comptes à grands traits. Maintenant, ils affinent. Et donc, ils publient. Ces chiffres on peut les trouver. Ils sont officiels. Il faut mettre un peu de temps pour arriver à les comprendre. Mais vous les donnez d'ailleurs. Toutes nos statistiques françaises, mais les données existent. Et ces données permettent, par exemple, de distinguer le comportement des Algériens par rapport au comportement des Marocains, Tunisiens. Mais enfin, j'enlève les Tunisiens qui sont peu nombreux, des Marocains. D'identifier le comportement des Asiatiques, par exemple, qui eux rentrent jamais en HLM, d'ailleurs, et accèdent tout de suite à la propriété, comme faisaient d'ailleurs dans les migrations européennes les Portugais qu'on a connus, qui n'allaient jamais en HLM et qui passaient tout de suite à la propriété privée. Voire à la construction, puisqu'il y avait beaucoup d'entreprises du bâtiment qui en plus, les relayaient. C'est vrai, ils étaient très engagés dans ce secteur. Bien sûr, ils le sont toujours d'ailleurs. Ils le sont toujours. Et puis, dans les populations d'Afrique subsaharienne, entre l'Afrique centrale et l'Afrique subsaharienne. C'est ça qui est hyper intéressant dans votre rapport, c'est que c'est aussi une paire de lunettes sur en fait la réalité de l'immigration en réalité en France à travers le prisme du HLM. Et moi j'ai d'ailleurs découvert en prenant ces chiffres une réalité que j'avais mal considérée, puisqu'en fait je pensais, et c'est ce qui se dit beaucoup, notamment les services de police ou en traite des quartiers, que la population maghrébine d'origine avait été remplacée par une population africaine d'Afrique subsaharienne. En fait non. Dans ces fameux quartiers de la politique de la ville, la population maghrébine, qui était majoritaire, est toujours majoritaire. Et donc, ça renvoie à cette idée qu'effectivement, on a des générations, la deuxième, vous dites que sans doute la troisième génération. 35% des immigrés vivent en HLM contre 11% de Français non immigrés. C'est ça, les chiffres, la proportion. Emmanuel. Il y a une autre chose que je trouve intéressante, c'est si on parle d'urbanisme, parce qu'on sait que la ville est ce qu'on en fait aussi, on a l'impression que la France n'a jamais fait sa mise à jour urbanistique. On a construit des quartiers qui étaient vraiment
qu'on a construit vite parce qu'il fallait les construire vite, et on a continué sur un modèle qui est obsolète, qui est générateur de problèmes, de structures de quartiers, ces quartiers dans lesquels on n'entre pas, vous définissiez. Et on a, en dépit des campagnes de destruction des bars, de destruction des tours, on n'est jamais vraiment revenu là-dessus. On continue à avoir ce modèle, le HLM, c'est une tour ou c'est une barre, ça ne s'est pas démenti. Oui, c'est vrai. Non, mais vous avez raison. C'est quand même ça le sujet. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais proposé aux élus qui étaient venus m'en parler un moratoire sur cette question. Et d'ailleurs, dans la crise budgétaire qu'on est en train de connaître, c'est peut-être pas mal de se dire qu'il faut peut-être s'interroger sur les 50 milliards qu'on dépense pour le secteur HLM, quoi. Et repenser. Vous dites la que c'est 50 milliards, alors je me suis planté tout à l'heure. Milliards, mais pour le HLM. Ça dépend de tout ce que vous mettez dedans, parce que vous avez les aides, l'allocation personnalisée au logement, l'APL, vous avez les prêts gratuits, bonifiés. Ah, si vous mettez tout, ça coûte 50 milliards d'euros à la France, les HLM. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est pris sur... Les prêts, par exemple, sont délivrés par la Caisse des dépôts et consignations. Ils sont assis sur l'épargne des Français, sur les livrets de Caisse d'épargne des Français, souvent les plus modestes. Hein, c'est pas eux qui vont mettre leur argent en bourse. Donc, je veux dire, et tout ça s'ajoute. Hein, c'est-à-dire que... Et puis, quand les logements HLM bénéficient d'une exonération de taxes foncières, donc dans les communes, si vous avez beaucoup de HLM, il n'y a que les propriétaires qui financent la vie de la commune. Donc vous avez tout ça s'ajoute. Effectivement, vous avez un secteur HLM qui... 50 milliards, c'est Qu'est-ce qu'il faut penser en fait de l'obligation minimum qui est faite à chaque municipalité d'avoir 20% en fait de parc HLM dans sa propre ville? Ça a multiplié beaucoup les quartiers HLM parce qu'en fait, si on avait quand on fait du HLM diffus dans des résidences, etc., ça pose pas de problème et ça participe à l'intégration sociale. Si vous continuez de refaire de l'immeuble isolé ou de tour ou d'abord, vous faites exactement la même chose. Ça existe le HLM diffus ? Oui. Ça existe, oui. Dans quel type de commune ? Les bailleurs sociaux sont plutôt contre parce que ça leur pose des problèmes de gestion. Hein, c'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir un immeuble avec un gardien. Un ghetto plutôt qu'une possibilité d'intégration. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, ce qui ressort de votre enquête et de votre rapport qu'on conseille d'aller sur le site de la Fondapol parce que c'est éclairant et inquiétant. C'est qu'il y a un problème d'intégration et que la barre s'en est vraiment le symbole. Hein. Bien sûr. C'est la conclusion de cette partie. Est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir aux maires, à la fois sur la politique urbanistique et sur la politique de population ? Ça me semble assez évident, ouais. Ça me semble assez évident. En fait, les maires sont complètement serrés. Les règles d'urbanisme, elles sont décidées au ministère ex-équipement, aujourd'hui développement durable, et ils les appliquent telles quelles pour construire leur la ZAN, la zéro artificialisation, on est tout ça, les blocs, oui. Une dernière question. Est-ce qu'il y a un endroit en Europe, parce qu'on voit que la France donc est un pays de logement sursocialisé, est-ce qu'il y a des endroits en Europe où les politiques du logement social qui existent sont plus vertueuses ou en tout cas peut-être moins stigmatisantes et moins ghettoisantes ? Est-ce que vous avez observé des comparables ? Vous avez beaucoup de pays où, comme je le disais tout à l'heure, le logement social dépend beaucoup de la mairie. Donc, c'est des gestions municipales. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas dans beaucoup de pays du Nord, etc. D'une certaine façon, la gestion, elle est plus proche des difficultés sociales et ça se passe quand même mieux. Ça n'empêche pas quand même, on l'a vu en Suède, par exemple, des ghettos de se former, hein, parce que la tendance naturelle de toutes les communautés, c'est de se rassembler. Et donc, si on n'y prend pas garde, au bout d'un certain temps, ça finit par faire une communauté. Ouais. Et puis, vous avez un pays comme l'Italie, par exemple, qui n'a pas de système de logement social, où le logement est plus diffus et où, en fait, avec le même taux de population étrangère que chez nous, on a quand même moins de problèmes sociaux. Et que du privé. Ouais. Non, juste d'un mot sur la proposition Juvin, simplement pour dire que moi, c'était le rêve de mes parents que de pouvoir à un moment donné acheter en fait leur logement en HLM. Mais j'avais pas en tête l'idée des charges. Ouais. Et je terminerai sur cette statistique que vous ne dévoilez pas, mais enfin que vous remettez en exergue dans votre rapport. En France, 60% des Français sont propriétaires de leur logement. Vous parliez d'Italie, c'est 75% par exemple. Ah ouais. Oui. Merci. Oui, parce que c'est voilà. Ouais, non, mais merci beaucoup pour ce rapport. Ça nous a beaucoup éclairé. Ouais, c'est passionnant. On recommande à tous de le lire sur le site de Fondapol. Merci beaucoup, Michel Auboin, d'être assis sur le plateau dans toute liberté. C'est l'heure du carton rouge.
Alors, Vladimir Poutine annonce la réussite de l'essai final de son missile de croisière à propulsion nucléaire, le Bourevechnik, l'oiseau de tempête en français, avec une portée estimée à 20 000 km, un missile qui serait donc capable de toucher l'Europe. Il aurait parcouru 14 000 km lors des derniers essais. On écoute Vladimir Poutine. Concernant l'essai du missile à portée illimitée Bourevechnik équipé d'un réacteur nucléaire, il s'agit d'un produit unique dont personne d'autre ne dispose dans le monde. Je me souviens très bien que lorsque nous avons annoncé que nous développions une telle arme, même des spécialistes de très haut niveau m'ont dit que oui, c'était une bonne arme, digne d'intérêt, mais irréalisable dans un avenir proche. Maintenant, les essais décisifs sont terminés. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour mettre cette arme en service. Mais les objectifs clés sont désormais atteints. Alors Guillaume, le gros missile de Vladimir. Voilà, le gros missile de Vladimir. Carton rouge, pourquoi ? Parce que c'est un Tchernobyl en latitude. C'est un missile à propulsion nucléaire, comme un sous-marin à propulsion nucléaire. Sauf que là, ça permet de propulser ce missile qui peut rester en vol des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, donc qui potentiellement a une portée illimitée, il peut atteindre chaque cible, il peut également en fait se frayer un passage à travers toutes les défenses antimissiles du monde, dont celle qu'appelle de ses voeux Donald Trump, le fameux dôme d'or qu'il rêve de construire avec les 1000 milliards de dollars annuels du budget de la défense aux États-Unis. Carton rouge parce qu'en fait ça atteste d'un raidissement des positions et de celle de Vladimir Poutine en particulier, dès lors qu'il n'atteint pas ses objectifs. On voit qu'en ce moment, Donald Trump, le président américain, est en train de shifter, pardonnez-moi cet anglicisme, c'est-à-dire en train de faire évoluer, vous me le pardonnez pas, de faire évoluer cette position. Et j'ai pas employé le mot narratif en plus, vous voyez, donc je suis hyper sympa. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait évoluer ses positions. Il menace maintenant de sanctionner 2 des grands pétroliers russes. Évidemment, l'idée étant de tordre le bras de Vladimir Poutine et de forcer à négocier. Qu'est-ce qu'il fait Vladimir Poutine ? Il parade avec son nouveau missile et il dit voici ce qu'est aujourd'hui ma diplomatie. Je vous contrains avec mes armes, et c'est un message évidemment stratégique, c'est un message également politique, et c'est un message également à destination de sa population intérieure. C'est une façon de faire de la diplomatie, 10, 15, 16 tonnes, 20 tonnes de diplomatie, au moment où, encore une fois, ces négociations patinent, au moment où Vladimir Poutine est cornerisé, au moment où Trump veut en finir avec ce théâtre européen. Il est en ce moment en Asie, on va le voir. Pour négocier autre chose. Juste une petite question pour et tenter de résoudre cette problématique de rivalité avec la Chine. On le voit là, très martial avec son treillis militaire. C'est une démonstration de force ou c'est un signe de fébrilité ? Après, effectivement, ce que rappelait Guillaume, c'est-à-dire les annonces de Donald Trump sur le pétrole. Non, je dirais pas que c'est de la fébrilité. Il y a beaucoup de sang-froid quand même chez Vladimir Poutine. Mais on voit bien que dans cette espèce de surenchère, Trump parle de Tomahawk et de sanctions sur le pétrole. Je sors mon oiseau de tempête. Eh bien, il arrive dans la zone du difficilement crédible. Ça commence à être des engins dont on se dit qu'entre leur lenteur, leur côté imparfait, non expérimenté, on est dans une annonce précoce. Généralement, je parle sous le contrôle de Guillaume, ce type de missile, vous n'en faites la publicité urbi et orbi que quand vraiment il est opérationnel. On voit bien qu'on est là de l'ordre du prototype. Le test d'ailleurs réalisé sur quoi ? Une distance de 14 000 km ? 8 700 miles en anglais. Donc mais il les a trouvés où les 14 000 km dans le ciel russe ? Il a tourné autour. Voilà. Donc au-dessus de la Russie, de faire des tours et des tours, un peu comme on fait des ronds dans l'eau. C'est pas la première fois qu'on nous raconterait n'importe quoi. On nous a raconté pendant des décennies que Stakhanov avait sorti des tonnes de minerais de sa mine de charbon. C'était de la triche. Ça a donné quand même l'adjectif stakhanoviste sur toute la planète. Donc peut-être que là, on est dans un Poutine qui, pour des raisons de bras de fer, toujours avoir donné l'impression qu'il a une guerre d'avance, est allé un peu trop loin. Alors justement, réponse du berger à la bergère, Donald Trump a répondu « C'est inapproprié de la part de Poutine de dire cela. Il devrait mettre fin à la guerre qui devait durer 1 semaine. Voilà ce qu'il devrait faire plutôt que de tester des missiles. » Et pendant ce temps-là, Donald Trump est arrivé hier, Guillaume, en Malaisie pour la première étape d'une tournée asiatique qui doit l'emmener aussi au Japon et en Corée du Sud. Et regardez ces images quand même du président américain qui fait quelques pas de danse dans ce monde en surchauffe. Regardez les images, elles sont quand même assez folles.
Guillaume, mais... on les voit pas. Il arrive à KL, Kuala Lumpur, le président américain, en Malaisie, et il se met à danser effectivement avec une foule qui l'attend. Bon, il est spectaculaire quand même, il a ce côté-là, on peut pas lui enlever, il crée des images et il profite de chaque instant pour transformer en réalité sa diplomatie en quelque chose d'extrêmement spectaculaire dont on parle. Et on en parle parce que c'est quand même, au-delà de l'amusant, ça signifie quelque chose du rapport en fait de cet homme-là aux populations, aux gens. Et non, ce qui est étonnant, c'est de voir... vous faites de la bouche, Christophe. Ah non, c'est ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire quel chef d'État aujourd'hui arrive en effet à transformer chaque déplacement en événement vidéo, c'est-à-dire en buzz. Voilà. En plus, difficile de lui reprocher ça. C'est pas quelque chose d'agressif, c'est pas un dérapage verbal. C'est-à-dire qu'il y a un contraste entre Vladimir Poutine en treillis, martial et tout, et avec cette foule bigarrée. Vous avez totalement raison. C'est dans ce dialogue à distance, il y a un contraste qui est fou. On a Poutine qui est en treillis et on a Trump qui fait des pas de danse. Comme sur ses meetings d'ailleurs. Comme sur ses meetings. Donc il est en campagne. Alors qu'en réalité, ce qui est en train de se jouer en Asie du Sud-Est, c'est quand même le théâtre d'une rivalité entre la Chine et les États-Unis qui doit normalement, et c'est ce que les Américains indiquent, prendre toute leur énergie et l'intention qu'ils ont, c'est de consacrer toute leur énergie à contrer cette rivalité, encore une fois, à contrer cette menace que fait peser la Chine sur les intérêts américains. C'est pour ça que Donald Trump, lui, veut se désengager du théâtre européen. C'est la première fois qu'il se déplace à un sommet de l'ASEAN. Le clou du spectacle, si je puis dire, ce sera jeudi, lorsqu'il rencontrera Xi Jinping. Il y a un énorme bras de fer entre les deux. Et il y a un billard à 3 bandes, évidemment. Poutine d'un côté qui sort son gros missile. Oui. Monsieur Trump qui fait ses pas de danse en Asie du Sud-Est. Et Xi Jinping qui l'attend en se frottant les mains. Voilà. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve pour la phrase qui fait du bruit. C'est un gros chantage d'Olivier Faure et il l'a fait sur LCI chez notre Queen Elisabeth Martichoux, bien aimée. On se retrouve dans un instant sur LCI. Ne bougez pas. Oui, au retour en toute liberté. Pardon, Guillaume, je vous ai réveillé. La phrase qui fait du bruit. Je n'étais pas en train de dormir. C'est sympa. Crédit pour Olivier Faure. Le premier secrétaire du Parti Socialiste menace de faire payer la note au gouvernement cette semaine. On écoute. Aujourd'hui, vous avez une majorité qui est si relative qu'elle a besoin à la fois d'aller chercher les LR et besoin de l'abstention des socialistes, des communistes et des écologistes. Si c'est pas le cas, en réalité, ce budget va tomber. Et donc, s'il tombe, il n'y aura pas d'autre choix que de censurer et puis ensuite d'aller à la dissolution. Alors, je le répète, il y a plus de gens à la Fédération de kayak que de membres du Parti Socialiste. Guillaume, Christophe, à quoi joue Olivier Faure ? Il fait du kayak. Oui, je me surprends, il fait du kayak. C'est quoi faire du kayak ? C'est un coup à droite, un coup à gauche, passer entre les portes, survivre dans les rapides et s'il le faut, esquimoter. C'est-à-dire quand vous avez la tête sous l'eau, vous arrivez, vous remettez... Et c'est ce qu'il a fait. Parce que franchement, depuis 2022, le PS, ils avaient la tête sous l'eau. Et l'eau, elle s'appelait la France Insoumise. Qu'est-ce qu'il a fait avec Sébastien Lecornu ? Il a trouvé un moyen de retrouver de l'oxygène. Sébastien Lecornu joue le jeu. Alors il lui a accordé la fin du 49.3, il lui a accordé la suspension des retraites. Il est malin, le kayakiste Faure, il pousse un peu plus loin. Si on pouvait obtenir sur la fiscalité des plus riches quelque chose, la taxe Zuckman ou quelque chose d'assimilable, on y va. Alors il y a une part de chantage, et c'est pas bien. Si c'est pas ça, on vous censure, et puis tant pis, on ira à la dissolution. Et puis il y a une part de bras de fer politique classique avec de la discussion dans la coulisse. Qu'est-ce qui s'est passé samedi ? On devait débattre sur la taxe Zuckman. Et puis, le ministre de l'économie et des finances dit « Excusez-moi, ça m'embête parce que le débat va durer. Moi, j'ai un voyage important, je crois, aux États-Unis. Est-ce qu'on pourrait changer l'ordre des amendements et parler de la taxe Zuckman à mon retour, c'est-à-dire demain ou mercredi ?» Et les socialistes ont accepté. Officiellement, c'est à cause de ce problème d'agenda. En réalité, c'est pour pouvoir discuter plus calmement, pas être dans l'urgence, trouver une solution souple. Ils en ont même proposé 2, des solutions. Une taxe Zuckman allégée, ça c'est Philippe Brun qui l'a proposé, et puis un truc que Nicolas Dose a essayé de m'expliquer sur la contribution sur les hauts patrimoines, incompréhensible, mais qui permettrait aux socialistes de dire « on a obtenu ce qu'on voulait de la justice fiscale, les riches vont participer plus que c'était prévu ». Sans braquer le gouvernement, parce que l'outil professionnel ne sera peut-être pas écorné. Ça s'appelle de la politique. La politique, c'est l'art du compromis. Compromission, dit la France Insoumise. Les socialistes sont dans la main du gouvernement. Ils font des réunions secrètes. Compromis, dit le PS, parce qu'on va rapporter à l'électorat de gauche
des petites victoires en attendant la grande victoire, c'est-à-dire 2027. Alors là, c'est plus le kayak. En 2027, c'est le paquebot. Ouais. Emmanuel, est-ce qu'il y a vraiment une injustice fiscale en France ? J'arrive pas à le... Alors, on s'accorde à dire qu'il y a un petit trou dans la raquette sur les très très hauts patrimoines, mais globalement non. Enfin voilà, il y a force peut-être quelque chose à combler qui n'est pas sur le patrimoine professionnel. Ça tout parce le que monde si on se souvient bien, vous savez, on a notre petit carton hier qu'on va vous remettre là normalement. Vous dites que le trou de la raquette, il est vraiment sur les très hauts patrimoines parce que 10% des foyers fiscaux payent 70% de l'impôt sur les revenus. On parle pas d'ultra riches là. On parle de 56% des foyers fiscaux n'en payent pas. Et 57% des foyers fiscaux reçoivent plus de l'État qu'ils n'y contribuent. Mais on peut pas dire. Il est très. C'est un pays qui est assez. Enfin, avec ses paliers. On fonctionne à l'envers. En fait, on est en train de se demander où est l'impôt et où doit être l'impôt, et on refuse de se demander où doivent être les économies du train de vie de l'État et de la redistribution. Ça peut pas marcher. En fait, on est dans un moment complètement délirant où on est en train de se rendre compte que le travail ne paie pas, mais qu'il faut prélever toujours plus pour compenser le fait que le travail ne paie pas. Donc en fait, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Pas très longtemps. Ouais. Mais ce sont vraiment des questions de fond qu'il va de toute façon falloir soulever, mais on voit bien que l'horizon c'est 2027. Pour le moment, on est dans le temps court. D'abord, doter la France d'un budget. 2, trouver des voies de compromis, comme l'expliquait Christophe, et vers qui je me tourne, parce que je trouve ça quand même intéressant. La partition socialiste, elle est quand même assez intéressante d'un point de vue tactique. Il est vrai qu'il y a de la posture, c'est ce que vous expliquiez. En toute franchise, chez Elisabeth Martichoux, Olivier Faure brandit la menace de la dissolution. En réalité, ce que nous explique Christophe, c'est qu'en coulisses, ça discute, il y a des voies de passage, il y a peut-être des compromis qui sont à trouver, et cette idée qu'en réalité, peut-être que les extrêmes sont face à leurs responsabilités, LFI et RN peut-être un peu cornerisés également avec les socialistes. Est-ce que ça peut être une stratégie payante, Christophe ? Je ne sais pas, la prochaine échéance sont les municipales. Alors, ça sera une stratégie payante si le budget est voté dans les temps. C'est-à-dire si on n'est pas dans un budget appliqué par ordonnance, une loi spéciale. Si cet accord des gens de bonne volonté a en effet permis de voter dans les temps un budget qui aura ses qualités et ses défauts, qui sera sans doute pas assez aussi rigoureux qu'il le fallait, mais qui existe. À ce moment-là, ils pourront se tourner vers les électeurs en disant, vous voyez, parti de gouvernement. Nous sommes un parti de gouvernement. Les LR en sont sortis. Nous, on n'a pas rentré au gouvernement, mais on s'est refait une réputation de parti de gouvernement. C'est quoi le parti de gouvernement ? C'est celui qui va vers l'idéal en empruntant les chemins du réel, évidemment, c'est Jaurès, et c'est celui qui fait tout ce qui est possible. Et ça, dans des municipales, pour des maires sortants socialistes en difficulté, parce que certains sont usés, d'autres sont attaqués par la France insoumise, ça peut valoir cher. Pas seulement pour les municipales. Ça peut valoir cher aussi pour reconstruire quelque chose qui s'appelle la social-démocratie, le réformisme social-démocrate à l'échéance 2027. Une lichette, Emmanuel. Moi, je me dis quand même jusqu'à quel point Olivier Faure peut pousser le bouchon pas trop loin, parce qu'il a quand même pas intérêt du tout. Surtout qu'il va se prendre une fesse. Si on reparle de notre histoire de kayak, il y a une chose à laquelle il n'a pas intérêt, Olivier Faure, c'est qu'on le ramène à la ligne de départ pour lui faire refaire la course. Là, je suis pas certaine qu'il arrive. Remonter le courant, c'est difficile. Faut savoir s'arrêter à temps, c'est sûr. Ça, faut savoir arrêter le détonateur à moins 1 seconde, sinon il vous saute à la figure. Réponse dans la semaine, Christophe. Dans la semaine, avant le week-end, l'attaque Zucman, ça sera mardi, mercredi, ça sera un moment important. Il y a d'autres textes. Pendant ce temps-là, la suspension de la réforme des retraites arrive en commission. C'est le plan de financement de la Sécu. Et donc les deux vont de pair, c'est aussi des vases communicants. Ouh là là, quelle semaine on va passer encore. Allez, bon, on va en regarder ce soir Gabriel Zucman, qui est l'invité de Darius Rochebin à 20h40. Et tout de suite, il y a de l'espoir. Alors c'est une scène d'une grande violence qui s'est passée dans le RERC, mais c'est une femme qui a changé le cours des choses après une tentative de viol. Un homme, grâce au courage de cette femme, a finalement été interpellé. Le drame a été évité de justesse, je ne sais plus parler, Guillaume, grâce à l'intervention de la passagère dont TF1 et LCI ont recueilli le témoignage. Jeanne Cancard, Charlotte Casanova et Faustine. On le regarde, Magnéto. Face à l'agresseur présumé, une héroïne, Marguerite. Sans trembler, je vous ai demandé de rester là-bas, vous voulez pas rester là-bas. Elle le filme pour le faire fuir. Il la pointe du doigt,
menaçant. Restez là-bas. Mais elle n'hésite pas. Pour protéger Jordana, une jeune Brésilienne cachée derrière elle, l'homme aurait tenté de la violer. On entend ses sanglots. Je commence à entendre des cris. Donc je me suis levée de ma place et c'est là que j'ai vu cet homme couché sur cette jeune fille qui se débattait dans tous les sens, ses mains qui se baladaient partout où il pouvait. Et là j'ai mis un cri. Elle a profité pour le bousculer, elle s'est rapprochée de moi. Je parle calmement avec lui. Je mets ma main vraiment vers lui pour lui dire de pas avancer, pour le stopper. Et il continue à s'approcher et là je me mets à filmer. Marguerite a sauvé Jordana, une Brésilienne de 26 ans. On la voit ici, le visage blessé. Aux côtés de son frère, elle raconte ses minutes d'angoisse à un média brésilien. Le suspect, sans domicile fixe et inconnu de la justice, a été interpellé. Il reconnaît une altercation mais conteste toute tentative de viol. Est-il à l'origine d'autres agressions ? Une information judiciaire doit le déterminer. Ça me met en colère, ce truc, c'est incroyable. C'est-à-dire que lui, il est égyptien, sans papier, 26 ans, manifestement extrêmement violent. Que va en faire la justice ? Pas grand-chose. Il va être relâché dans plus ou moins long terme et il recommencera. Parce que la récidive, c'est certain dans ce genre de cas. Christophe, c'est affligeant et en même temps, rendons aussi courage à Marguerite, cette femme incroyable. Il y a quand même un espoir immense dans cette histoire. C'est ça, elle gère donc un foyer de personnes en situation difficile et cette femme a fait preuve d'un courage absolument dingue. Ah oui, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut sortir un couteau, elle peut se transformer en deuxième victime. Il y a visiblement personne d'autre dans le wagon. On sait que les systèmes de surveillance ne sont pas forcément très efficaces. Donc oui, elle a fait ce que chacun devrait faire, mais ne fait pas toujours. C'est-à-dire, au lieu de regarder ses chaussures, elle a agi. Ça prouve aussi que ça paye. Et que souvent, ces agresseurs ultra-violents... Souvent, mais souvenez-vous de Marin. Ils sont aussi lâches. Souvenez-vous, il y a plein de gens en France qui ont essayé de s'intéresser. Et qui ont laissé leur vie. Et qui ont laissé leur vie ou leur santé. Sur le point précédent que vous souleviez, oui, il n'a rien à faire en France. Il aurait dû être reconnu dans ce pays. Je crois que le président Macron va croiser le président égyptien Al-Sisi très bientôt, si ce n'est déjà fait, en marge d'un Conseil européen à Bruxelles. Et ben voilà un point à soulever. Les fameuses OQTF, que ce soit avec l'Égypte ou avec d'autres pays. Si on ne retrouve pas de l'efficacité dans l'expulsion de ceux qui sont indésirables sur notre territoire, eh bien les extrêmes, notamment l'extrême droite, va grimper dans les scores jusqu'à gagner les élections. C'est évident. C'est les seuls qui, parce qu'ils n'ont jamais été aux commandes, ont encore une certaine crédibilité sur cette remise en ordre. Elle a vraiment fait preuve de courage, cette femme. Mais je me dis à quel moment on arrive à faire taire la peur en soi pour se dire que quelqu'un... Parce qu'il était menaçant, le type. Il la pointe du doigt. Mais c'est intéressant parce que souvent on entend parler de ces choses quand on prend le métro à Paris, d'agressions qui ont lieu dans des rames pleines et personne ne bouge. Cette femme est seule et elle réagit. Après, c'est toujours très difficile de dire aux gens, mais il faut que vous réagissiez. Ils sont dans leur quotidien. Souvent, c'est pétrifiant ce genre de situation. Les gens ne savent pas réagir. Vous dites cette dame gère un foyer de peut-être qu'elle a l'habitude dans son quotidien de faire face à des situations. Elle dit qu'elle a l'habitude des gros bras. Et quand vous montrez votre peur, c'est fini. Oui. Donc en fait, elle sait gérer ces situations-là. Donc ça, c'est quand même aussi important à prendre en compte. Mais c'est aussi l'idée, pardonnez-moi, je vous ai coupé, Emmanuel. Non, mais cette idée que le courage ordinaire, ça peut changer une histoire. Ça, c'est quand même extrêmement fort. Et qu'aujourd'hui, le téléphone, c'est aussi un outil de dissuasion. J'ai une suggestion à faire. Pourquoi il n'y aurait pas un numéro d'urgence où quand on l'appelle, ça se transforme en visio, immédiatement enregistré ? Et qu'on puisse dire à l'agresseur, j'ai déclenché le numéro X et vous êtes filmé, c'est enregistré, vous serez retrouvé. Alors dans les métros, il y a des numéros d'appel, il y a on peut envoyer des SMS d'urgence. Voilà, des SMS. Mais l'approche d'image, c'est extrêmement intéressant comme idée parce que ça renvoie aussi à ce que la victime brésilienne a dit. Elle s'est sentie isolée et pas du tout en sécurité dans cette rame de RER, sans dispositif d'urgence, sans dispositif d'appel. Et il a fallu le courage de Marguerite pour s'interposer, faire fuir cet homme et le filmer. Mais excellente idée. Elle va être décorée par Valérie Pécresse. Moi, je pense qu'on devrait lui donner la Légion d'honneur, qui est tellement galvaudée. Et non, mais surtout quand vous allez sur le site des Affaires étrangères français, il y a le pays est un pays dangereux, notamment sur les questions de viol et homicide.
faites très attention, etc. Et je me dis, c'est incroyable. On dit que le Brésil, c'est le pays où il ne faut pas s'arrêter au feu rouge. Et cette jeune femme qui vient rendre visite à son frère se fait agresser dans le France. Moi, il y a une chose que j'aimerais dire par ailleurs, c'est qu'on commence à avoir des gens qui disent il faut réserver des wagons aux femmes dans les transports en commun. Et je pense qu'il faut qu'on refuse de tomber dans ce genre de travers. Nous, on n'a pas, en tant que femmes, à être isolés du reste de la société parce qu'on serait des proies. C'est qu'on a acté quelque chose qui n'est pas normal. Et il faut résister à ça vraiment là. Enfin, on ne séquestre pas les victimes potentielles. On repousse les agresseurs. Ça a été l'objet en fait d'un hashtag aux Pays-Bas, d'une agression d'une jeune femme qui a eu 17 ans. Et en fait, le mouvement s'est transformé en disant j'ai le droit à ma nuit, j'ai le droit de me balader comme je veux, en mini-jupe ou pas, de prendre un taxi ou non, j'ai le droit à ma nuit. Et c'est effectivement ça le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Là, moi, je rejoins totalement Emmanuel. Merci à tous les amis. On se retrouve demain à la même heure. Christophe remet son écharpe, enfin libre.